Le lourd bruit sourd du métal claquant contre le chêne massif me tira violemment du calme de mon matin. Il était exactement 9 heures du matin. Je me tenais pieds nus dans le grand hall de ma propre maison, sentant le plancher de bois franc coûteux vibrer sous mes pieds à chaque coup désespéré. Démolis la porte. Ce manoir d'1 million de dollars est à nos fils, cria ma mère de l'autre côté. Sa voix était complètement dérangée, fêlée d'un mélange toxique de sentiments de droit et de pure rage. Cette seule phrase fut suffisante pour me glacer le sang. L'audace pure de cette phrase, l'absurdité totale. Mes mains se resserrèrent autour de l'épais dossier juridique de 4 pouces que je tenais. Il était lourd, rempli de chaque preuve irréfutable qu'ils avaient passé la dernière décennie à ignorer. C'était la même porte qu'ils essayaient actuellement de détruire, l'entrée principale de la maison pour laquelle j'avais saigné, sué, et presque cassé mon dos pour l'acheter. Je pris une profonde inspiration, laissant les sons chaotiques de leur tentative d'effraction m'envahir. Je regardais le bois épais de ma porte intelligente de 2000 $, observant le cadre trembler tandis que mon père, Broderick, enfonçait un lourd pied de biche en acier dans l'espace près de la serrure. Derrière eux, je savais exactement ce que je trouverais, mon frère cadet, Beckett, l'enfant prodige, blotti en arrière-plan avec ce sourire arrogant et pathétique effacé de son visage. Il pensait venir ici pour défoncer une porte et récupérer un trône qui n'avait jamais existé. Mais il n'avait absolument aucune idée que la seule chose sur le point d'être détruite de façon permanente était l'illusion de 10 ans de leur parfait garçon doré et riche. Je déverrouillai le pen dormant. Lorsque j'ouvris la porte, la scène était presque comique si elle n'avait pas été si profondément pathétique. Mon père se figea en plein élan, le visage rouge et en sueur, le lourd pied de biche en acier suspendu maladroitement en l'air. Ma mère se tenait à ses côtés, ses mains parfaitement manucurées serrées en poing. Son visage tordu par un ricanement hideux qui se transforma immédiatement en un masque de pur choc lorsqu'elle me vit, debout, complètement calme, tenant une montagne de documents juridiques. Beckett, exactement comme je l'avais prédit, fit un rapide pas en arrière, se cachant derrière nos parents comme un enfant terrifié. Ce moment se préparait depuis des années. Une vie entière à être traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille avait finalement mené à cette seconde précise, un samedi matin. J'ai 31 ans. Je travaille dans le chauffage, la ventilation et la climatisation commerciaux. Je suis entrepreneur. Je passe mes journées couverts de graisse industrielle, rampant à travers l'isolation en fibre de verre et respirant une poussière si épaisse qu'on pourrait la mâcher. Je ne porte pas de costume sur mesure. Je n'assiste pas à des galas de réseautage sophistiqués. Je n'ai pas de diplôme brillant d'une université privée coûteuse. À cause de cela, aux yeux de mes parents, j'étais pratiquement invisible. J'étais juste l'ouvrier, le larbin, le gars que l'on appelle seulement quand les tuyaux gèlent ou que l'on a besoin d'argent pour couvrir une erreur. Mais mon frère Beckett, lui, était le directeur de 29 ans d'une agence de relations publiques et de style de vie. Il portait des chaussures en cuir italien importé. Il louait des voitures européennes coûteuses dont il pouvait à peine se permettre l'assurance. Il parlait en jargon d'entreprise et allait à des dégustations de vin. Pour mes parents, il était le soleil, la lune et les étoiles. C'était lui qui avait réussi. Je les fixais tous les trois, debout sur mon porche en pierre sur mesure. La fraîche brise matinale balayait l'espace entre nous, mais l'air était lourd, suffocant. Il s'attendait à ce que je panique. Il s'attendait à ce que je m'excuse, à ce que je recule, à ce que je leur remette les clés et que je me glisse dans l'ombre comme je l'avais fait toute ma vie. Il s'attendait à ce que l'enfant invisible reste invisible. Mais les choses avaient changé hier. Le manque de respect avait finalement franchi une ligne de non-retour absolue. Je regardais le pied de biche dans les mains de mon père, puis le dossier dans les miennes. Je sentis une étrange paix froide s'installer dans ma poitrine. Je n'étais plus le souffre-douleur. J'étais le bourreau de toute leur réalité. « Tu as vraiment apporté un pied de biche chez moi, papa ?» demandai-je, ma voix dangereusement basse, fendant le lourd silence. « Ce n'est pas ta maison, Garrison !» cria ma mère, s'avançant, essayant de maintenir son ton autoritaire. « C'est la propriété de Beckett. Tu n'es qu'un invité ici, et tu l'as enfermé dehors. Donne-lui les clés tout de suite avant que nous n'appelions la police. » Je ne pus m'en empêcher. Je lâchai un rire sec, sans humour, qui résonna dans la rue suburbaine calme. Appelez la police. C'est la chose la plus drôle que j'ai entendue de toute l'année. Je regardai directement les yeux terrifiés de mon frère, le voyant déglutir difficilement. Il savait.
Il savait que la mascarade était terminée. « S'il vous plaît, maman, dis-je d'une voix douce, sortant sur le porche, appelle-les. Appelle la police tout de suite. J'adorerais voir comment ils gèrent une tentative d'effraction sur une propriété sur laquelle vous n'avez absolument aucun droit légal de poser le pied. » Ils pensaient être venus ici pour faire appliquer leurs règles. Mais que se passe-t-il lorsque le bouc émissaire décide enfin de montrer les dents? Pour comprendre comment nous nous sommes retrouvés sur un porche avec un pied de biche et une montagne de menaces légales, il faut regarder le musée des cicatrices invisibles que j'avais été contraint de construire au cours de la dernière décennie. Chaque famille a une dynamique, mais la nôtre était une masterclass en manipulation financière et émotionnelle. Je repense au moment où j'avais 22 ans. Je venais de lancer ma propre entreprise d'entrepreneur commercial. Je travaillais 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Je conduisais une camionnette de livraison délabrée qui sentait le fréon et le café rassis. Mes mains étaient constamment tachées de graisse noire et mon dos me faisait mal chaque matin lorsque je me levais d'un matelas bon marché sur le sol de mon petit appartement. C'est cette année-là que mes parents m'appelèrent en pleurant. Mon père, Broderick, avait perdu son emploi de gérant d'un concessionnaire automobile local en raison de problèmes de stock douteux qu'il refusait d'expliquer entièrement. Ma mère, Gwendoline, qui passait son temps à organiser des événements mondains pour un club de golf local, avait épuisé toutes les cartes de crédit à son nom pour maintenir l'illusion de leur richesse. Ils avaient 3 mois de retard sur leur prêt hypothécaire. La banque initiait la saisie. J'ai pris l'argent que j'avais économisé avec peine pour acheter mon premier camion utilitaire industriel, et je leur ai fait un chèque de 15 000 $. Je l'ai remis sans hésitation, car c'est ce que la famille est censée faire. On prend ses responsabilités, on se sacrifie. Savez-vous ce qui s'est passé exactement 3 semaines plus tard? Beckett a obtenu son diplôme universitaire en communication. Pour célébrer son incroyable réussite, mes parents lui ont organisé une immense fête au club de golf et lui ont offert une montre Rolex de 8 000 $. Je me souviens m'être tenu dans un coin de cette salle de bal, portant une chemise boutonnée bon marché, regardant le flash des appareils photo tandis que ma mère lui attachait cette lourde montre en argent au poignet. Il doit faire bonne figure, Garrison, m'avait dit ma mère plus tard, lorsque j'avais discrètement demandé d'où ils avaient tiré l'argent pour un article aussi luxueux, juste après m'avoir supplié de sauver leur maison. Elle ne m'avait même pas regardé en le disant. Elle avait juste brossé un morceau de peluche invisible de sa robe de designer. Tu ne fais que du travail manuel. Tu n'as pas à te soucier de projeter une image de richesse. Beckett doit réseauter avec des clients de grande valeur. Il a besoin de l'esthétique. C'est un investissement pour son avenir. Un investissement. Ce mot est devenu la bête noire de mon existence. Au cours des 7 années suivantes, je suis devenu le distributeur automatique silencieux pour les urgences sans fin de la famille. Quand Beckett a totalisé sa voiture de sport et a eu besoin d'un acompte pour une nouvelle afin que ses clients ne le jugent pas, mes parents m'ont fait culpabiliser pour couvrir la différence de 5 000 $. Quand ma mère a voulu organiser un gala de charité et a eu besoin de financer les frais de traiteur, elle a promis de me rembourser dès que les dons seraient encaissés. Elle ne l'a jamais fait. Je ne me suis jamais plaint. J'ai juste travaillé plus dur. J'ai étendu mon entreprise. J'ai obtenu d'énormes contrats gouvernementaux pour installer des systèmes de contrôle climatique dans des entrepôts commerciaux et des hôpitaux à travers l'État. L'argent a commencé à affluer. Beaucoup d'argent. Mais je ne l'ai jamais étalé. J'ai continué à conduire mes camions de travail. Je portais du denim épais et des bottes de travail. Je vivais simplement parce que je savais que s'ils découvraient la valeur réelle de mon entreprise, les demandes se transformeraient en exigences et les milliers se transformeraient en dizaines de milliers. Dans le calme de mon bureau un soir, je m'étais assis et j'avais fait les calculs. Entre les paiements hypothécaires manqués que j'avais couverts, les renflouements de cartes de crédit d'urgence et les prêts directs à Beckett qui avaient été miraculeusement annulés par mes parents. Le montant total d'argent qu'ils m'avaient extorqué s'élevait à 214 500 $. Près d'un quart de million de dollars, envolés, engloutis par le trou noir de leur sentiment d'avoir droit. Et pourtant, malgré le financement de tout leur style de vie, j'étais toujours traité comme le secret embarrassant de la famille. Chaque fois que des parents parlaient de moi, mes parents soupiraient et disaient « Garrison fait toujours ses réparations. Cela paie les factures. Dieu le bénisse. » Mais quand ils parlaient de Beckett, leur voix s'emplissait de fierté. Notre fils, le directeur, notre fils, le dirigeant. J'acceptais le titre d'enfant invisible parce que cela maintenait la paix.
Je me disais que tant que j'avais mon entreprise et ma propre sécurité financière, leurs illusions n'avaient pas d'importance. Je les laissais vivre dans leur monde imaginaire où Beckett était le roi et moi juste le paysan autorisé à exister dans son ombre. J'ai acheté une immense propriété de luxe, un vaste domaine avec de hauts plafonds, des sols en marbre et une sécurité de pointe. J'ai payé entièrement en espèces. Je ne leur ai pas dit la vérité à ce sujet. Je les ai laissés croire une version légèrement altérée de la réalité juste pour éviter les interminables supplications. Mais je ne m'attendais jamais à ce qu'ils réécrivent complètement l'histoire et revendiquent ma plus grande réussite comme la sienne. Je fixai le visage furieux de ma mère sur le porche, me souvenant de la Rolex. Je me souvenais du chèque de 15 000 $. Je me souvenais de chaque fois où on m'avait dit de m'effacer pour que Beckett puisse briller. Le musée de mes cicatrices était officiellement fermé au public. Il était temps de brûler tout le bâtiment jusqu'au sol. Comment en sommes-nous arrivés à un pied de biche à 9 heures du matin? Tout a commencé 24 heures plus tôt, lors d'un dîner qui était censé être une célébration, mais qui s'est avéré être une exécution. C'était vendredi soir. L'air était vif et l'allée de mon domaine était bordée de voitures de luxe. Mon père fêtait ses 60 ans et ma mère avait insisté pour organiser un grand dîner. Lorsque j'avais initialement acheté le manoir d'1 million de $, j'avais commis l'erreur colossale de laisser ma famille y organiser quelques événements. Je voulais faire quelque chose de bien pour eux. Mais Beckett, étant le parasite manipulateur qu'il est, a immédiatement vu une opportunité. Il a commencé à dire à ses amis, à ses faux clients de la haute société et à notre famille élargie qu'il avait loué la propriété. Il prétendait que c'était sa réussite, sa récompense pour être un directeur de relations publiques si brillant. Mes parents ont gobé ça, corps et âme. Ils croyaient tous les mensonges qu'ils racontaient parce que cela correspondait à leur récit parfait. Ils croyaient que je ne louais qu'une petite chambre à l'arrière, agissant comme gardien pour l'aider à gérer l'immense domaine. J'ai laissé le mensonge passer au début parce qu'expliquer la vérité signifiait révéler ma valeur nette réelle, ce qui inviterait à un harcèlement financier sans fin. Mais vendredi soir, c'était différent. Je suis descendu vêtu d'un jean foncé propre et d'un simple pull noir. La salle à manger était éblouissante. Les verres en cristal captaient la lumière du lustre. Un vin français coûteux coulait à flots. Il y avait 20 invités assis autour de l'immense table en acajou. Tante, oncle et quelques amis prétentieux de Beckett. Beckett était assis au bout de la table. Ma table, dans ma maison. Il tenait la cour, faisant tournoyer un verre de vin rouge foncé, portant un costume 3 pièces sur mesure. Il avait l'air de l'aristocrate riche qu'il voulait désespérément être. Mes parents étaient assis de chaque côté de lui, rayonnant de fierté, suspendus à chacun de ses mots alors qu'il se vantait d'une campagne de marketing fictive qu'il était censé diriger. J'ai pris un siège vide près de l'autre bout, gardant le silence, essayant juste de passer la soirée. Mais Beckett ne pouvait jamais laisser les choses en l'état. Il avait besoin d'un contraste pour faire briller sa lumière plus fort. Il avait besoin d'un bouffon pour sa cour. Et dans son esprit, j'étais toujours le bouffon. Vous savez, nous devons vraiment remercier Garrison ce soir, annonça soudain Beckett, levant son verre et regardant le long de la table directement vers moi. La pièce se tut. 20 paires d'yeux se tournèrent vers l'endroit où j'étais assis. Je levai les yeux, l'expression vide. Me remercier de quoi, exactement? Beckett offrit un sourire condescendant, plein de pitié. Pour être un si bon joueur. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Vivre ici dans les quartiers des invités, t'occuper de la pelouse et faire en sorte que la climatisation fonctionne correctement pour moi. Je veux dire, faire du travail manuel toute la journée est épuisant et puis tu rentres à la maison pour garder ma place. Nous apprécions que tu gardes le domaine en sécurité pendant que je conclus des affaires. Quelques-uns de ses amis rirent. Mon oncle laissa échapper un léger sifflement. Bien joué, Garrison. C'est gentil de la part de ton frère de te donner un endroit où loger, cependant. Le loyer est fou en ce moment. Ma mère intervint, sa voix dégoulinante de douceur artificielle. Oh, Beckett a toujours été si généreux avec les membres de sa famille moins fortunés. Nous sommes juste heureux que Garrison ait un toit sur la tête. Un réparateur de climatisation ne pourrait jamais se permettre de mettre les pieds dans un endroit comme celui-ci par ses propres moyens. Mon père rit. Un rire tonitruant et arrogant. C'est la vérité. Heureusement que tu as un frère intelligent pour veiller sur toi, Garrison. Peut-être que si tu avais fait plus attention à l'école,
tu pourrais te permettre un bel appartement à toi un jour. » L'humiliation planait dans l'air, épaisse et suffocante. L'irrespect pur n'était pas seulement une gifle. C'était une exécution publique de ma dignité. Ils étaient assis sur les chaises que j'avais payées, buvant le vin que j'avais acheté, à l'intérieur des murs que je possédais, et ils utilisaient ma générosité pour se moquer de toute mon existence. Je sentis une chaleur dangereuse monter dans ma poitrine, un feu qui menaçait de brûler toute la pièce. Je regardai Beckett. Il me fit un clin d'œil lent, arrogant, intouchable. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'étais piégé par mon propre désir de garder ma richesse secrète. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai pas jeté mon verre de vin à son visage suffisant. Au lieu de cela, j'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Sous la table, hors de vue. J'ai ouvert mes messages et j'ai trouvé le contact de Vaughn. Vaughn était un avocat d'entreprise de 48 ans, un requin impitoyable du droit, et l'un de mes amis les plus proches dans l'industrie. J'ai tapé un seul message, c'est l'heure. Prépare la mise en demeure. Apporte le dossier de l'IRS. Je vais tout brûler. Vaughn répondit moins d'une minute plus tard, verrouillé et chargé. Fais-leur vivre l'enfer. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, j'ai pris mon verre d'eau et j'ai bu une lente gorgée. J'ai regardé autour de la table les visages rieurs, les sourires condescendants, l'illusion totale de ma famille. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous crié? Auriez-vous fait une scène à ce moment précis? Je ne l'ai pas fait. Parce que la vengeance est un plat qui se mange absolument glacé. Et ma vengeance allait leur coûter bien plus que leur fierté. Elle allait commencer au moment où le dernier invité partirait. À minuit, la fête s'était enfin calmée. Les dernières voitures de luxe avaient quitté mon allée, laissant le domaine complètement silencieux. Mes parents et Beckett avaient décidé de passer la nuit, s'appropriant les chambres d'amis à l'étage comme s'ils possédaient les planches mêmes sur lesquelles ils marchaient. Ma mère avait bâillé, me faisant un geste de la main désinvolte. « Garrison, assure-toi de nettoyer la salle à manger avant d'aller te coucher. Beckett a une réunion tôt le matin et il ne peut pas être dérangé par une maison en désordre. » « Bien sûr, maman, » avais-je répondu, ma voix complètement dénuée d'émotion. « Je m'occuperai de tout. » Ils montèrent à l'étage, fermant leurs portes, s'endormant dans leur fantaisie confortable et volée. J'attendis exactement 1 heure. À 1 heure du matin, j'entrai dans la cuisine et attrapai une boîte de sacs poubelles noirs très résistants. Je ne fis aucun bruit en me déplaçant dans la maison. J'entrai dans la chambre d'amis où Beckett ronflait doucement. J'ouvris son placard, en sortis ses costumes italiens coûteux, ses cravates en soie et ses chaussures importées, et les fourrai tous sans cérémonie dans les sacs en plastique noir. Je vidai ses articles de toilette de salle de bain. Je pris ses bagages de designer. J'emballai chaque article qui lui appartenait. Ensuite, je me dirigeai vers la suite parentale où mes parents dormaient. Je fus impitoyable. J'emballai le maquillage coûteux de ma mère, les clubs de golf de mon père, leurs vêtements, leurs chaussures. Tout alla dans les lourds sacs noirs. À 3 heures du matin, j'avais descendu 14 énormes sacs poubelles par le grand escalier et les avais traînés jusqu'à la porte d'entrée. Je les empilai soigneusement au bord de la pelouse parfaitement entretenue, juste à côté du trottoir. Ils ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient, des ordures attendant d'être ramassées. Ensuite, je me dirigeai vers le panneau de commande centrale dans le couloir. Ma maison est équipée d'un système de sécurité intelligent de pointe de $5000. J'ai supprimé l'empreinte digitale de Beckett du verrou numérique. J'ai supprimé le code d'accès de mon père. J'ai effacé les informations d'identification de ma mère. J'ai changé le code principal pour quelque chose qu'il ne pourrait jamais deviner. À exactement 6 heures du matin, le soleil commençait tout juste à poindre à l'horizon. Je me dirigeai vers le tableau électrique principal et coupai complètement le courant des chambres à l'étage. Le silence soudain de la climatisation centrale s'arrêtant, combiné à la chaleur étouffante du matin, les réveilla en moins de 20 minutes. Je me tenais dans la cuisine, sirotant une tasse de café noir chaud, attendant. Des pas lourds descendirent les escaliers. Mon père apparut le premier, l'air confus dans son pyjama. « Garrison, qu'as-tu fait au courant? Il fait un froid de canard là-haut. » « Je n'ai rien fait au courant, papa, dis-je calmement, prenant une gorgée de café. Je mets simplement fin à l'occupation non autorisée de ma propriété.
Il est temps pour vous de partir. Beckett se précipita dans la cuisine, les cheveux en désordre, la panique dans les yeux. Où sont mes affaires? Mon placard est complètement vide. Nous avons été cambriolés? Vérifiez la pelouse devant, répondis-je, désignant les grandes baies vitrées. Les trois se précipitèrent vers la fenêtre. Quand ils virent l'énorme pile de sacs poubelles noirs sur le trottoir, ma mère laissa échapper un grand halètement. Elle se retourna, le visage pâle de fureur. As-tu complètement perdu la tête? Tu as mis les vêtements de marque de ton frère dans des sacs poubelles. Vous avez 5 minutes pour quitter ma propriété avant que j'active l'alarme de sécurité et que je vous fasse expulser pour intrusion, dis-je, ma voix dure comme du béton. Tu ne peux pas me chasser de ma propre maison, cria Beckett, s'avançant vers moi, les poings serrés. Tu n'es qu'un réparateur. Je t'ai laissé vivre ici. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas répondu par des cris. J'ai juste sorti mon téléphone, ouvert l'application de sécurité et appuyé sur le bouton de panique rouge vif. Instantanément, une sirène assourdissante et perçante éclata dans toute la maison. Des lumières stroboscopiques rouges clignotèrent depuis les coins du plafond. La voix automatisée du système de sécurité résonna dans les haut-parleurs, intrus non autorisé détecté. La police a été dépêchée. Mes parents se couvrirent les oreilles d'agonie. Beckett me regarda avec une terreur pure. Ils réalisèrent en une fraction de seconde que je ne bluffais pas. Les alarmes étaient assourdissantes, une force physique les poussant dehors. « Sortez !» criai-je par-dessus le bruit. Ils se précipitèrent. Ils coururent par la porte d'entrée en pyjama, sprintant à travers la pelouse pour attraper leurs sacs poubelles, humiliés et confus, fourrant frénétiquement leurs affaires dans le coffre de leur voiture. Je restai sur le porche et les regardai s'éloigner dans le brouillard du petit matin. J'éteignis l'alarme. Le silence qui suivit était magnifique, mais je les connaissais trop bien. Je savais que leur fierté ne leur permettrait pas d'accepter la défaite. Je savais qu'ils se regrouperaient, se convaincraient que je faisais une dépression nerveuse et reviendraient réclamer ce qu'ils croyaient leur appartenir. Ils étaient sur le point de passer une très mauvaise journée et j'étais complètement préparé avec une sentence de mort légale qui les attendait, ce qui nous ramène à 9 heures du matin. Le pied de biche et le lourd dossier dans mes mains. Nous sommes de retour à 9 heures du matin. Le soleil est complètement levé, éclairant mon père, Broderick, qui se tient sur mon porche avec un lourd pied de biche en acier. Appelle la police tout de suite, défiai-je ma mère à nouveau, observant l'hésitation vaciller sur ses traits en colère. Nous n'avons pas besoin de la police pour gérer un squatteur délirant, aboya mon père, baissant légèrement le pied de biche, mais gardant sa prise serrée. Tu as un épisode, Garrison. Nous entrons. Nous allons prendre tes affaires, et tu vas à l'hôpital. Tu ne possèdes pas cette propriété. Beckett la possède. Je regardais Beckett, qui transpirait abondamment malgré l'air frais du matin. C'est ça, Beckett? Tu possèdes cet endroit. Oui, cria Beckett, sa voix légèrement éraillée. Je l'ai acheté. Je t'ai laissé vivre ici par pitié. Je hochai lentement la tête. Le piège était tendu. L'appât était pris. Les mâchoires étaient sur le point de se refermer. Je soulevai l'épais dossier juridique que je tenais et le jetai sur le porche en pierre, au pied de mon père. Il heurta le sol avec un bruit fort et lourd. Lis, ordonnai-je. Mon père me regarda, puis se baissa lentement, me gardant un œil pendant qu'il ramassait le dossier. Il l'ouvrit. La toute première page était l'acte de propriété officiel, notarié, du bureau du greffier du comté. Lis le nom sur l'acte, papa, dis-je, ma voix résonnant sur les murs de pierre. Épelle-moi le nom du propriétaire. Les yeux de mon père parcoururent le document. Il cligna des yeux. Il rapprocha le papier de son visage comme si l'encre pouvait se réarranger par magie. Son visage commença à se vider de sa couleur, virant à une nuance de gris maladive. Garrison, murmura-t-il, l'arrogance disparaissant complètement de ses cordes vocales. Continue de lire, lui ordonnai-je froidement. Il tourna la page suivante. C'était la déclaration de règlement financier de la compagnie de titres. Elle indiquait le prix d'achat total de la propriété, 1 150 000 $. Regarde la section hypothécaire, papa. Que dit-elle? Les mains de mon père commencèrent à trembler. Ça dit 0. Payé en totalité. Transaction en espèces.
Ma mère s'avança, arrachant les papiers de ses mains tremblantes. C'est une ruse. C'est un faux. Tu ne peux pas te permettre une maison comme celle-ci. Tu répares des climatiseurs. Je possède la plus grande entreprise de sous-traitance CVC commerciale dans la région des Trois États, la corriguai-je, ma voix fendant sa panique comme une lame de rasoir. Je détiens des contrats gouvernementaux. J'ai 60 employés. J'ai payé cette maison en espèces, à 100% de ma propre poche. Je possède le terrain. Je possède les briques. Je possède l'air à l'intérieur. Je pointai un doigt rigide directement vers Beckett. Il ne possède rien. Il ne possède même pas le costume qu'il portait au dîner hier soir. Il loue sa voiture. Il épuise ses cartes de crédit. Et il vous ment pour pouvoir jouer la comédie à mes dépens. Et vous deux l'avez aveuglément cru parce que vous vouliez tellement un enfant prodige que vous avez ignoré le fils qui a réellement construit un empire. Le silence sur le porche était absolu. Le seul son était le chant lointain d'un oiseau et la respiration rapide et superficielle de ma mère alors qu'elle regardait la preuve notariée indéniable dans ses mains. Mon père laissa tomber le pied de biche. Il claqua bruyamment contre la pierre, un symbole frappant de leur réalité brisée. Beckett ? Ma mère se tourna vers son fils préféré, sa voix tremblante de confusion. Dis-moi que c'est une erreur. Dis-moi qu'il a falsifié ses papiers. Beckett regarda le sol. Il ne put croiser son regard. La sueur coulait le long de ses tempes. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. L'enfant prodige était complètement paralysé par la vérité. Mais la révélation de la propriété n'était que l'apéritif. Le plat principal était la ruine financière que Beckett avait secrètement orchestrée derrière leur dos. Pourquoi a-t-il menti ? Demanda mon père, sa voix creuse, regardant toujours Beckett. Pourquoi ferais-tu semblant de posséder la maison ? Parce qu'il avait besoin d'un faux actif, répondis-je pour lui. Je mis la main dans ma poche et sortis mon téléphone. Je ne voulais pas qu'il l'entende seulement de moi. Je voulais qu'il l'entende de l'institution même que Beckett essayait de frauder. Je composai un numéro et le mis sur haut-parleur, augmentant le volume au maximum. Il sonna 2 fois avant qu'une voix de femme professionnelle ne réponde. Bonjour. Ici Naomi de la division des prêts aux entreprises de la Premier National Bank. Comment puis-je vous aider, Garrison ? Bonjour, Naomi, dis-je doucement, gardant les yeux fixés sur mon frère. J'ai une question rapide concernant une demande de prêt qui est passée sur votre bureau récemment. Plus précisément, une demande déposée par un certain monsieur Beckett. Beckett laissa échapper un halètement étouffé. Il se jeta en avant pour attraper mon téléphone, mais mon père tendit son bras, claquant sa main contre la poitrine de Beckett pour l'arrêter. Laisse-le parler, grogna mon père. Ah, oui, la voix de Naomi se projeta clairement depuis le haut-parleur. La demande de prêt sur la valeur nette de l'entreprise de 300 000 $. Je dois justement lui parler concernant ce dossier. Nous avons effectué la vérification de titres ce matin dans le cadre du processus de souscription. Et qu'a montré la vérification de titres, Naomi, demandai-je. Elle a montré que la propriété collatérale qu'il a listée sur la demande, le domaine d'1 million de dollars qu'il prétendait posséder libre et clair, ne lui appartient pas. L'acte est enregistré strictement sous votre nom, Garrison. De plus, le contrat de location qu'il a fourni, qui prétendait qu'il était le locataire principal avec une option d'achat, semble être complètement frauduleux. Les signatures ne correspondent pas au registre notarié. Ma mère laissa échapper un petit couinement horrifié et couvrit sa bouche. Merci, Naomi. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir, dis-je. Garrison, vous devez savoir que la soumission de documents frauduleux à une banque fédérale assurée est une infraction grave. Notre département des fraudes est actuellement en train d'examiner le dossier, ajouta Naomi, son ton devenant strictement professionnel. Je comprends. Merci. Je raccrochai le téléphone. Je regardai mes parents. Ils avaient l'air d'avoir été frappés par un train de marchandises. Ils ne se vantaient pas seulement auprès de ses amis, expliquai-je lentement, m'assurant que chaque mot s'enfonçait profondément dans leur cerveau. Il a falsifié un contrat de location. Il a forgé ma signature. Il a essayé d'utiliser ma maison d'1 million de dollars comme garantie pour obtenir un prêt de 300 000 $ afin de sauver son entreprise de relations publiques en faillite. S'il avait fait défaut, la banque aurait mis un privilège sur ma propriété.
Mon père attrapa Beckett par le col de sa chemise, le tirant en avant. C'est vrai? As-tu commis une fraude bancaire? As-tu essayé de voler la maison de ton frère? J'allais le rembourser, bégaya Beckett, les larmes aux yeux, sa voix aiguë et désespérée. Mon entreprise a des difficultés. J'ai perdu 3 clients importants. J'avais juste besoin d'un prêt-relais pour sauver les apparences jusqu'à ce que j'obtienne un nouveau compte. Je ne voulais pas le voler. J'avais juste besoin que les papiers aient l'air corrects pour la banque. Tu as tout risqué, cria ma mère, sa façade parfaitement coiffée s'effondrant complètement. Tu nous as menti. Tu nous as dit que tu avais réussi. Je réussis, s'écria Beckett, me pointant du doigt d'une main tremblante. Il essaie juste de me ruiner parce qu'il est jaloux. Il a toujours détesté que vous m'aimiez plus. C'est un loser rancunier. Je me contentais de sourire, un sourire froid, dur et impitoyable. Je ne suis pas jaloux d'un fraudeur qui est sur le point de faire face à une inculpation fédérale, dis-je calmement. Maintenant, ramasse ton pied de biche, prends tes sacs poubelles et quitte ma propriété. Si l'un de vous remet un jour les pieds sur ce domaine, je n'appellerai pas seulement la police. Je donnerai à la banque tout ce dont elle a besoin pour vous mettre dans une cellule en béton. Ils n'ont pas discuté. Ils ne m'ont pas menacé. Mon père a lâché Beckett avec dégoût. Sans un mot de plus, mes parents se sont retournés et sont retournés à leur voiture, laissant Beckett seul sur le chemin de pierre. Il m'a regardé une dernière fois, un regard de haine pure et non dilué, avant de se retourner et de courir après eux. J'ai ramassé mon dossier, suis entré et j'ai verrouillé ma porte de $2000. Le silence dans la maison était une perfection absolue. Si vous appréciez cette histoire et ressentez la satisfaction de voir un enfant prodige toxique enfin démasqué, veuillez envisager de soutenir la chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me faire savoir de quelle ville ou de quel état vous regardez. Chaque interaction aide notre chaîne à diffuser ces histoires incroyables à davantage de personnes qui ont besoin de les entendre. On pourrait logiquement penser qu'après avoir été pris dans un immense réseau de fraude financière, ma famille se serait retirée dans l'ombre par pure honte. On pourrait penser qu'ils se seraient regardés longtemps dans le miroir, qu'ils auraient réalisé qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval et qu'ils m'auraient simplement laissé tranquille. Mais les familles toxiques ne fonctionnent pas selon la logique. Elles ne ressentent pas la honte comme les gens normaux. Elles fonctionnent selon un sens tordu de la loyauté et un besoin désespéré de protéger leur image fabriquée à tout prix. Dès mardi matin, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt avec des notifications. Mais ce n'était pas une série d'excuses de mes parents. C'était une campagne de diffamation orchestrée par le singe volant ultime de notre arbre généalogique, ma tante Rowena. Tante Rowena était la sœur aînée de ma mère. C'était une femme qui avait passé toute sa vie d'adulte à collecter les commérages du quartier et à les utiliser comme armes sur Internet. Elle était le juge et le jury autoproclamé de notre famille élargie, toujours assise sur son canapé de velours avec un iPad, prête à rendre son verdict. Et apparemment, ma mère était allée la voir en pleurant, armée d'une version fortement éditée et complètement fabriquée des événements du week-end. J'étais assis dans la cabine de mon camion de travail, devant un énorme chantier commercial, buvant une tasse de café tiède de station-service quand j'ai ouvert l'application de médias sociaux. J'ai regardé le long post décousu qu'elle venait de publier, taguant plus de 50 membres de la famille et amis communs. Le post était un chef-d'œuvre absolu de manipulation émotionnelle. Il disait « Cela me brise le cœur en 1 million de morceaux de voir ce que la pure cupidité peut faire à une famille. Mon cher neveu Beckett traverse actuellement de terribles difficultés financières avec sa petite entreprise. Et au lieu d'aider son propre sang, son frère aîné Garrison a choisi de l'expulser, lui et nos bien-aimés Broderick et Gwendolyn, dans la rue froide. Garrison a égoïstement saisi des biens qui étaient censés être des investissements familiaux partagés. S'il vous plaît, priez pour Beckett pendant cette période sombre. La famille devrait toujours se soutenir, ne pas se voler dans son heure la plus sombre. » Sous le post, les commentaires étaient un cloaque toxique de sympathie mal placée et d'indignation aveugle. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis 10 longues années me traitaient de monstre cupide. Des amis de la famille exprimaient leur dégoût absolu, disant qu'ils étaient choqués par ma cruauté. Le récit avait été inversé avec succès. Je n'étais plus la victime de 10 ans de graves abus financiers et émotionnels. À leurs yeux, j'étais le frère aîné riche et malveillant qui avait mis à la porte sa famille innocente et en difficulté sans absolument aucune raison. Ils jouaient parfaitement la carte de la victime. Ils utilisaient le manuel classique du drame familial à la lettre.
Se moquer de moi en privé, m'humilier lors de dîners chics, vider mes comptes bancaires, puis crier au scandale la seconde où je fixais enfin une limite ferme. Mais cela ne s'est pas arrêté aux ragots familiaux. Le poison s'est rapidement répandu d'Internet dans ma vraie vie. Le jeudi après-midi, les rumeurs ont commencé à s'immiscer dans mon monde professionnel. 2 de mes clients de longue date, des propriétaires de restaurants locaux qui, malheureusement, fréquentaient les mêmes cercles sociaux que ma mère, ont appelé mon bureau pour annuler leur contrat de maintenance à venir. L'un d'eux a même eu l'audace de dire à ma secrétaire qu'il ne se sentait pas à l'aise de faire affaire avec un homme qui traiterait ses propres parents avec tant de cruauté. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était la ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. Ils n'attaquaient plus seulement mon caractère ou mon nom. Ils attaquaient mes moyens de subsistance. L'empire que j'avais bâti avec de la graisse noire, de la sueur et des journées de 14 heures était activement menacé par une femme ennuyée assise sur son canapé, tapant des mensonges. Je n'ai pas répondu aux commentaires. Je n'ai pas publié de statut défensif expliquant ma version de l'histoire. Je n'ai pas appelé ma mère pour lui crier au téléphone. Combattre une campagne de diffamation avec des émotions est exactement ce que les personnes toxiques veulent que vous fassiez. Elles veulent vous voir perdre le contrôle pour pouvoir pointer du doigt et dire « Regardez, nous vous avons dit qu'il était fou et instable ». Au lieu de me connecter aux réseaux sociaux, j'ai mis mon camion en marche et je me suis dirigé directement vers le centre-ville, dans le quartier financier. Je me suis garé dans un parking en hauteur, j'ai traversé le hall en marbre poli et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 32e étage. Je suis entré directement dans les bureaux élégants aux murs de verre de mon avocat d'entreprise, Vaughn. Vaughn était assis derrière un immense bureau en chêne sur mesure, portant un costume bleu marine taillé. Il regardait un dossier avec le calme prédateur et imperturbable d'un grand requin blanc. Quand je suis entré, vêtu de mes lourds vêtements de travail en jean et de mes bottes de sécurité à embout d'acier, il n'a même pas levé les yeux tout de suite. Il a juste tapoté son coûteux stylo en argent sur le bureau. J'ai vu les publications sur les réseaux sociaux, dit Vaughn, sa voix douce, calculée et dangereusement calme. Votre tante a une imagination très vive. Diffamation perce, ingérence délictueuse dans vos contrats commerciaux, et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Nous avons ici suffisamment de matière pour l'enterrer sous les frais juridiques jusqu'à la fin du siècle. Je m'assis lourdement dans le fauteuil en cuir en face de lui, croisant les bras sur ma poitrine. Je veux que ça s'arrête, Vaughn. Je me fiche de ce que ça coûte ou du temps que ça prend. Il me coûte activement des contrats commerciaux. Il déforme le récit pour cacher le fait que Beckett a commis une fraude bancaire et je ne vais pas rester les bras croisés à les laisser détruire mon entreprise pour sauver sa fausse réputation. Vaughn leva enfin les yeux, un sourire froid et calculateur se répandant lentement sur son visage. Il fit glisser un épais dossier Kraft sur le bureau en bois poli vers moi. Arrêter votre tante est facile, dit Vaughn doucement. Mais pendant que je récupérais les registres de propriété et préparais les lettres de cessation et d'abstention pour protéger votre entreprise, j'ai décidé de faire une enquête approfondie sur l'historique financier de votre frère. Vous savez, juste pour être exhaustif et m'assurer que nous avions couvert toutes les bases. Je regardais le dossier, un nœud lourd se formant soudain dans le creux de mon estomac. Qu'avez-vous trouvé? Tante Rowana pensait qu'Internet était une arme. Elle n'avait absolument aucune idée que le monde réel fonctionne sur des faits juridiques froids et durs, et la bombe que Vaughn était sur le point de larguer sur mon bureau allait transformer leur pathétique campagne de diffamation en un cauchemar fédéral dont ils ne pourraient jamais se réveiller. J'ouvris lentement le dossier Kraft. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de pages de relevés de cartes de crédit copiées, de numéros de routage bancaire et une série de signatures numériques qui me glaçaient le sang. Il y a 5 ans, commença Vaughn, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir et joignant ses doigts, vous avez ouvert une ligne de crédit secondaire pour votre entreprise. Vous l'avez utilisée pour acheter des machines lourdes et des véhicules commerciaux pour votre entreprise. Vous souvenez-vous de ce compte spécifique? Je hochai lentement la tête, mes yeux balayant agressivement les pages fortement caviardées. Oui, je l'ai remboursé intégralement en 6 mois et j'ai personnellement détruit les cartes physiques. J'ai gardé le compte ouvert juste pour maintenir un solide historique de crédit d'urgence pour l'entreprise, mais je ne l'ai plus jamais touché ni autorisé une seule dépense dessus. Vous ne l'avez pas fait, corrigea Vaughn, sa voix entièrement dépourvue de sympathie. Mais votre frère l'a certainement fait. Je cessai de respirer pendant une bonne seconde. Les mots résonnaient dans le bureau silencieux. Qu'avez-vous dit? Beckett a en quelque sorte eu accès au numéro de compte avant que vous ne détruisiez les cartes physiques,
probablement en fouillant votre courrier ou en prenant une photo de la carte quand vous ne regardiez pas, expliqua Vaughn. Au cours des 4 dernières années, il a secrètement utilisé cette ligne de crédit commercial dormante pour financer tout son faux mode de vie. Vêtements de marque, location de voitures de luxe, dîners coûteux dans des restaurants 5 étoiles, vols internationaux. Il effectuait les paiements mensuels minimaux directement depuis son propre compte courant pour éviter que cela n'apparaisse sur votre rapport de crédit, c'est pourquoi vous n'avez jamais remarqué l'activité. Mais lorsque son entreprise de relations publiques a commencé à péricliter il y a 6 mois, il a manqué d'argent et a cessé d'effectuer les paiements minimaux. Vaughn se pencha en avant et tapota une ligne spécifique sur le papier avec son stylo en argent. Le solde impayé actuel de cette carte de crédit volée, enregistrée entièrement sous votre nom, est de 65 000 $. Je fixai le chiffre imprimé sur la page. 65 000 $. Volé, siphonné sous mon nez. Tout cela pendant qu'il était assis au bout de ma table à manger, buvant mon vin coûteux et se moquant de ma carrière d'ouvrier devant toute notre famille. Ajoutez cela aux 300 000 $ de fraude bancaire qu'il a tenté en essayant d'hypothéquer votre maison, continua Vaughn, son ton clinique et détaché. Plus les dommages qu'il a causés en violant les termes de son contrat de location d'appartement réel de l'autre côté de la ville et les pénalités qu'il doit à divers fournisseurs pour sa fausse entreprise de relations publiques. Votre frère, l'enfant prodige, fait actuellement face à plus d'1 demi-million de dollars de dettes financières. Et cela ne concerne que le côté civil. C'est avant que le procureur ne porte des accusations criminelles pour usurpation d'identité et fraude électronique. La colère en moi n'a pas explosé en une rage ardente. Elle ne m'a pas donné envie de crier ou de jeter des objets. Au lieu de cela, elle s'est cristallisée en une glace pure et incassable. Toutes les années passées à prendre le chemin de la sagesse, toutes les années à garder le silence pour préserver la paix, se sont évanouies en un instant. Signifiez-leur, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure rauque. Signifiez-leur à tous aujourd'hui. Ne retenez rien. L'après-midi même, tante Rowana animait son club de lecture hebdomadaire dans son salon. Selon ma cousine, qui m'a texté frénétiquement le déroulement de toute la scène, Rowana était en train de se plaindre de mon horrible comportement et de siroter du thé lorsque la sonnette a retenti. Un huissier de justice, portant une simple chemise polo et une expression ennuyée, lui a remis une épaisse et lourde enveloppe juridique, juste devant tout son cercle de commérage. C'était une ordonnance formelle de cessation et d'abstention rédigée par le cabinet d'avocats d'entreprise d'élite de Vaughn. Elle décrivait les dommages financiers exacts que ces publications Facebook avaient causés à mon entreprise. Elle déclarait clairement et agressivement que si les publications n'étaient pas supprimées de manière permanente dans l'heure, nous déposerions immédiatement une plainte civile contre elle pour $250 000 de diffamation et de dommages pour ingérence délictuelle. 10 minutes plus tard, toute sa page Facebook était complètement désactivée. Pas seulement le post unique. Tout le profil avait été effacé d'Internet. Le singe volant le plus bruyant de la famille avait été abattu du ciel par un simple morceau de papier. Mais le coup dévastateur réel s'est produit de l'autre côté de la ville, dans le petit appartement trop cher que mes parents louaient temporairement pour aider Beckett à se cacher de ses créanciers en colère. Vaughn ne leur a pas seulement envoyé une lettre d'avertissement. Il a envoyé une intention de poursuite juridique entièrement documentée et à toute épreuve, directement à Beckett, avec mes parents explicitement répertoriés comme témoins de sa fraude massive. Les documents détaillaient lourdement les 65 000 $ de vol de cartes de crédit, les signatures falsifiées sur l'acte de propriété et le rapport de police imminent que j'étais entièrement prêt à déposer pour usurpation d'identité. La grande illusion était complètement brisée. Mes parents ne pouvaient plus blâmer un simple malentendu. Ils ne pouvaient plus prétendre que j'étais simplement un frère aîné jaloux et méchant. Ils détenaient une preuve légale officielle et irréfutable que le fils qu'ils avaient adoré pendant 30 ans n'était rien de plus qu'un vulgaire voleur désespéré. La montre Rolex Fantasy qu'il lui avait achetée? Elle était probablement mise en gage il y a des mois. La prestigieuse entreprise de relations publiques? Un jeu de coquilles vides destiné à siphonner l'argent d'investisseurs innocents et de membres de la famille. Ils avaient sacrifié ma stabilité financière, mon bien-être émotionnel et ma dignité, tout cela pour construire un piédestal imposant pour un criminel. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'à présent dans cette histoire folle. Écrivez le mot au bon dans les commentaires ci-dessous pour montrer que vous êtes arrivés jusqu'ici, et je m'assurerai de liker et de répondre à chaque commentaire qui inclut le mot au bon. Juste quand je pensais que la situation ne pouvait pas s'aggraver davantage, l'univers a décidé d'intervenir et de rendre une justice ironique si poétique, si parfaitement exécutée qu'on ne pourrait pas l'écrire si on essayait.
C'était un mardi matin pluvieux et gris. Je me tenais au milieu de mon entrepôt commercial, penché sur une table à dessin métallique, examinant attentivement les énormes plans d'un système de ventilation complexe que nous nous préparions à installer pour un nouvel hôpital de la ville. L'odeur forte et réconfortante du métal coupé, de la graisse industrielle et du café noir fort remplissait l'air. Cet entrepôt était mon véritable sanctuaire. C'était le monde réel. Un endroit où le travail physique acharné se traduisait par des résultats tangibles, pas par de faux messages sur les réseaux sociaux ou des vantardises vides. Mon téléphone de bureau sonna soudainement, coupant le bruit des roues qui grinçaient. Je regardai l'identification de l'appelant. C'était un indicatif régional inconnu de Washington DC. Garrison à l'appareil, répondis-je, gardant les yeux fixés sur les plans complexes devant moi. Monsieur Garrison, mon nom est agent Sullivan. Je suis enquêteur fédéral au sein de l'Internal Revenue Service, opérant spécifiquement au sein de la division des enquêtes criminelles, dit une voix sévère et grave à travers le récepteur. Je posai instantanément mon stylo. On ne veut jamais entendre ces mots précis d'un agent fédéral, aussi parfaitement propres que soient vos livres comptables. Les cheveux de ma nuque se hérissèrent. Comment puis-je vous aider, agent Sullivan? Nous menons actuellement un audit financier approfondi et une enquête criminelle sur une entité corporative connue sous le nom de Vanguard Public Relations, qui est détenue et exploitée par votre frère Beckett, expliqua l'agent Sullivan, son ton complètement neutre et professionnel. Au cours de notre examen approfondi des déclarations financières, votre nom est apparu sur plusieurs documents bancaires en tant que garant secondaire. Nous devons vérifier légalement votre implication exacte avec cette entreprise et ses flux de trésorerie. Je sentis un mal de tête massif se former juste derrière mes yeux. Je pinçai l'arête de mon nez. Agent Sullivan, je n'ai absolument aucune implication avec Vanguard Public Relations. Mon frère a un historique fortement documenté de falsification de ma signature et de vol d'identité. Je travaille actuellement directement avec mon avocat d'entreprise pour déposer des accusations criminelles contre lui pour une affaire distincte de fraude par carte de crédit de 65 000 $. Je n'ai jamais signé un seul document pour son entreprise. Il y eut une longue et lourde pause au téléphone. J'entendis le froissement d'épais dossiers papier Bing shuffled en arrière-plan. C'est une information très précieuse, monsieur Garrison, dit finalement Sullivan, son ton passant d'accusateur à intensément curieux. Si ce que vous dites est vrai et que vous avez les documents légaux notariés pour le prouver, vous devez les envoyer immédiatement à mon bureau. Cela vous dégagera des énormes responsabilités fédérales que nous examinons actuellement. Que examinez-vous exactement, demandai-je avec prudence, presque effrayé d'entendre la réponse. L'entreprise de relations publiques de votre frère est une société fantôme complète, déclara Sullivan sans détour, sans mâcher ses mots. Il a pris de grandes sommes d'argent de clients, réclamant des dépenses professionnelles massives et frauduleuses pour des véhicules de luxe, des restaurants haut de gamme et des vacances internationales, et les a illégalement déduites pour échapper aux impôts fédéraux sur le revenu. À ce matin, il doit au gouvernement fédéral plus de 80 000 $ en arriérés d'impôts et de lourdes pénalités pour fraude. Je laissa échapper un souffle lent et lourd, me penchant en arrière contre la table à dessin. Beckett ne se noyait pas seulement dans une piscine de ses propres mensonges. Il s'était attaché une énorme enclume en béton aux pieds et avait sauté dans le grand bain de l'océan. Mais voici le vrai problème, continua Sullivan. Dans la phrase suivante, il a complètement modifié la dynamique de tout mon arbre généalogique pour toujours. Parce que Beckett avait besoin de faire en sorte que sa fausse entreprise ait l'air incroyablement légitime pour obtenir un financement initial auprès des banques locales, il l'a structurée comme une SARL formelle avec un conseil d'administration enregistré. Il a légalement désigné vos parents, Broderick et Gwendolyn, comme les principaux membres du conseil et dirigeants d'entreprises actifs. Ils ont fièrement signé les documents de constitution devant un notaire. Tout l'entrepôt sembla légèrement tourner autour de moi. Qu'est-ce que cela signifie exactement pour eux? Cela signifie, dit Sullivan froidement, qu'en tant que dirigeant d'entreprise officielle, vos parents sont légalement et financièrement responsables de l'évasion fiscale flagrante de l'entreprise. Si Beckett ne peut pas payer immédiatement les 80 000 $ en totalité, l'IRS saisira de force les biens personnels des membres du conseil. Nous mettrons des privilèges fédéraux sur leurs comptes bancaires, gèleront leurs fonds de retraite et saisiront les salaires qu'ils perçoivent actuellement jusqu'à ce que la dette soit réglée. L'appel téléphonique se termina quelques minutes plus tard, me laissant debout dans le bourdonnement silencieux de mon entrepôt, fixant le mur. L'amère ironie de la situation m'envahit par vagues massives. Pendant 10 longues années, mes parents m'avaient constamment méprisé.
Il s'était moqué de mes mains sales, de mes lourdes bottes de travail et de mon manque de titre d'entreprise fantaisiste. Il me répétait constamment que je devais être plus comme Beckett. Il désirait désespérément le prestige social d'avoir un fil riche en col blanc. Eh bien, ils ont eu exactement ce qu'ils voulaient. Ils ont eu un criminel en col blanc. Ils avaient aveuglément signé leur nom à une entreprise frauduleuse juste pour pouvoir se vanter auprès de leurs amis snobs du club de golf qu'ils siégeaient au conseil d'administration d'une entreprise de relations publiques prospère. Et maintenant, le gouvernement fédéral même qu'ils respectaient tant était sur le point de geler leurs comptes bancaires, de vider leurs fonds de retraite et de les dépouiller de tout ce qu'il leur restait. Pendant ce temps, le fils ouvrier qu'ils traitaient comme de la pure saleté était assis sur un actif immobilier d'1 million de dollars, complètement intouchable, avec ses impôts payés en totalité jusqu'au dernier sou. L'univers a une manière magnifiquement brutale d'équilibrer la balance. Mais le coup de grâce n'était pas encore tombé. Cela s'est produit exactement 3 jours plus tard, lorsque le pathétique fantôme de la fierté de ma famille est finalement venu ramper à ma porte. C'était un vendredi après-midi. Les énormes portes roulantes en acier de mon entrepôt commercial étaient grandes ouvertes pour laisser les puissants ventilateurs industriels faire circuler agressivement l'air chaud. Je me tenais près d'un chariot élévateur jaune, essuyant de la graisse noire épaisse de mes mains calleuses avec un chiffon d'atelier rouge, parlant bruyamment à mon contremaître d'une expédition retardée de lourdes tuyauteries en cuivre. Soudain, mon contremaître s'arrêta de parler en plein milieu de sa phrase et regarda par-dessus mon épaule, ses sourcils froncés de confusion. « Oh, patron, attendez-vous des visiteurs personnels aujourd'hui ?» Je me suis retourné lentement, debout à l'extrême bord de l'allée en béton, l'air complètement déplacé au milieu des machines lourdes, des étincelles vives des chalumeaux de soudage et des piles imposantes de tôle, se trouvaient mon père, ma mère et Beckett. Ils avaient l'air absolument terribles. Mon père semblait avoir vieilli de 10 années difficiles en une seule semaine. Sa posture, habituellement si rigide, fière et arrogante, était lourdement affaissée, le faisant paraître frêle. Ma mère portait un simple manteau sans marque, ses cheveux plats et décoiffés, son maquillage minimal. Et Beckett, l'enfant prodige autrefois intouchable, ressemblait à un fantôme marchand. Il tremblait visiblement, ses yeux injectés de sang fuyant le bruyant entrepôt dans une panique pure et non filtrée. Ils sont entrés lentement dans l'énorme bâtiment, marchant avec précaution autour des bobines de fil. Les bruits de meulage agressif et bruyant du travail du métal résonnant autour d'eux semblaient les faire rétrécir encore plus. Ils n'avaient jamais visité mon entreprise auparavant. Ils avaient toujours prétendu que les zones industrielles étaient beaucoup trop sales et en dessous de leur statut social. Je n'ai pas fait un seul pas vers eux. Je suis resté exactement là où j'étais, jetant le chiffon sale sur un établi encombré, et j'ai attendu tranquillement qu'ils s'approchent de moi. Garrison, ma mère, parla la première, sa voix se brisant douloureusement. Elle dut l'élever considérablement juste pour être entendue par-dessus le profond bourdonnement des machines. Pouvons-nous parler dans votre bureau privé ? Mon bureau privé est réservé aux clients payants et aux fournisseurs, dis-je, ma voix incroyablement neutre, forte et inflexible. Vous pouvez parler ici, sur le sol. Mon père déglutit difficilement, ses yeux balayant lentement l'énorme opération que j'avais bâtie à partir de rien. Il regarda les dizaines de camions de marque, les millions de dollars d'équipements lourds, les employés affairés. Il regardait enfin l'empire qu'ils avaient délibérément ignoré pendant une décennie. L'IRS nous a contactés hier, dit finalement mon père, sa voix tremblant de manière incontrôlable. Ils ont complètement gelé nos comptes chèques et d'épargne ce matin. Ils menacent de mettre un privilège permanent sur mon fonds de retraite. Beckett a finalement craqué et nous a tout dit. Je déplaçai mon regard vers mon frère, mes yeux rétrécis. Est-ce qu'il vous a parlé des 65 000 dollars qu'il a délibérément volés en mon nom? Ou vous a-t-il juste parlé de la fraude fiscale fédérale massive qui va vous laisser complètement en faillite et sans abri? Beckett baissa les yeux vers le sol en béton sale. Je suis tellement désolé, murmura-t-il, un son pathétique, brisé et geignard. Je suis tellement désolé, Garrison. J'ai tout gâché. J'essayais juste de sauver les apparences. Tout le monde s'attendait à ce que je sois si riche et réussi. J'ai paniqué et j'ai fait une erreur. Tu n'as pas paniqué, le corrigeai-je froidement, ma voix fendant le bruit de l'entrepôt. Tu as planifié. Tu as activement falsifié ma signature sur un acte juridique. Tu as volé mes numéros de carte de crédit et les as utilisés pendant des années. Cela demande une malice calculée, pas une panique soudaine. Ma mère s'avança,
de lourdes larmes coulant soudain sur ses joues pâles. Elle tendit une main tremblante, essayant de me saisir le bras. Mais je fis un pas en arrière brusque, refusant de la laisser me toucher. « Garrison, je vous en supplie » cria-t-elle, sa voix résonnant d'une désespérance totale et humiliante. « Nous allons absolument tout perdre, ce pourquoi nous avons travaillé. Les avocats de la défense exigent des honoraires que nous ne pouvons absolument pas nous permettre. L'IRS va prendre toute la pension de votre père. Vous êtes le seul à avoir l'argent. Vous êtes la personne la plus riche de toute cette famille. S'il vous plaît, payez juste la taxe. Sauvez votre frère de ce désordre. Je vous jure que nous vous rembourserons chaque centime. Nous ferons tout ce que vous voudrez. » Je restais là, fixant les 3 personnes qui avaient passé toute ma vie à me rabaisser violemment juste pour construire un mensonge fragile. Je pensais aux 15 000 $ que je leur avais donnés quand j'avais 22 ans, vidant mes propres économies pour essayer de les sauver. Je pensais au dîner où ils avaient ri et s'étaient moqués de moi parce que j'étais un humble réparateur. Je pensais aux lourds pieds de biche en acier frappant ma chère porte d'entrée. La famille n'existe pour vous que lorsque vous avez désespérément besoin de mon argent, dis-je, ma voix dénuée de toute colère ou tristesse. C'était juste une déclaration de vérité absolument écrasante. Quand vous aviez besoin d'un bouc émissaire, j'étais la cible de vos blagues. Quand vous aviez besoin d'une maison de luxe pour impressionner vos amis, j'étais le locataire invisible. Maintenant que vous faites face à la prison fédérale et à la pauvreté, je suis soudainement votre fils bien-aimé. Tu es notre fils, plaida mon père, s'avançant, les yeux écarquillés de peur. Non, répondis-je, secouant lentement la tête. Je ne suis que le guichet automatique, et votre code PIN a été définitivement révoqué. Je regardai directement les yeux pleurants et désespérés de ma mère. Tu as fièrement signé les documents du conseil pour alimenter ton énorme ego. Tu l'as laissé me voler pour protéger sa fausse image. Tu as construit et permis à un monstre, et maintenant ce monstre vous dévore vivant. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Je me tournai vers mon contremaître, qui se tenait à quelques mètres, observant tout l'échange en silence stupéfait. Escortez-les hors de la propriété immédiatement, ordonnai-je bruyamment. S'ils refusent de quitter l'allée, appelez la police et signalez-les comme intrus. Je n'attendis pas leur réaction. Je n'écoutais pas les hurlements hystériques de ma mère ni les excuses vides et criées de mon père. Je leur tournai le dos et m'enfonçai plus profondément dans l'entrepôt. Les bruits stridents de découpe du métal couvrirent complètement les derniers bruits pathétiques d'une famille toxique qui s'était finalement détruite elle-même. 6 mois passent vite. Une demi-année peut sembler une vie entière lorsque les chaînes lourdes et suffocantes d'une famille toxique sont enfin et définitivement retirées de votre cou. Les retombées financières et légales ont été exactement aussi brutales que Vaughn et l'agent de l'IRS l'avaient promis. Sans mon argent pour intervenir et les renflouer comme par magie, tout leur château de cartes s'est effondré avec une vitesse spectaculaire et dévastatrice. Beckett a été officiellement inculpé par le gouvernement fédéral de plusieurs chefs d'accusation de crimes graves, notamment fraude électronique, usurpation d'identité et évasion fiscale. Il n'a réussi à éviter la peine maximale de prison qu'en plaidant absolument coupable à toutes les accusations et en restituant tous les biens qu'il avait frauduleusement acquis, ce qui, en réalité, n'était pas grand-chose. Il a été condamné à 5 ans de probation sévère et étroitement surveillée, à d'énormes amendes de restitution qui prendront une vie entière à payer, et à un casier judiciaire permanent qui l'a complètement empêché de travailler un jour dans la finance. Les relations publiques ou tout rôle de gestion d'entreprise. La dernière fois que j'ai entendu dire par les bruits de couloir, l'ancien enfant prodige travaillait le quart de nuit éreintant dans un centre de distribution local, scannant des cartons pour le salaire minimum. Mes parents n'ont pas fait beaucoup mieux après coup. L'IRS a été impitoyable. Ils ont tenu ma mère et mon père strictement responsables de leurs rôles officiels de dirigeants d'entreprise au sein de Vanguard Public Relations. Pour satisfaire les énormes dettes fiscales et les pénalités de fraude subséquentes, le gouvernement fédéral a légalement saisi l'intégralité des comptes de retraite de mon père. Ils ont été contraints de vendre leurs voitures louées, tous les bijoux coûteux que ma mère avait laissés dans sa collection, et de faire leurs bagages et de déménager de leur confortable quartier de banlieue à statut élevé. Ils louent actuellement un très petit appartement délabré de 2 chambres en périphérie sale de la ville, loin du club de golf qu'ils dirigeaient autrefois. Tante Rowana et le reste des singes volants bruyants se sont complètement évaporés. Une fois que la vérité indéniable sur les inculpations fédérales est devenue un document public et a fait la une des journaux locaux, ils ont frénétiquement nettoyé leurs pages de réseaux sociaux et ont prétendu n'avoir jamais soutenu Beckett en premier lieu.
Les lâches se dispersent toujours comme des cafards lorsque les lumières vives sont enfin allumées. Quant à moi, le silence profond qui a suivi a été la plus grande récompense que j'aurais pu jamais demander. Sans les constantes exigences financières épuisantes et la manipulation émotionnelle éreintante de ma famille, mon entreprise commerciale a atteint de nouveaux sommets. 2 mois après ce pathétique incident à l'entrepôt, j'ai agressivement fait une offre pour un énorme projet commercial financé par l'État visant à réorganiser complètement les systèmes de contrôle climatique pour 3 districts scolaires publics différents. Parce que mon entreprise avait un crédit impeccable, 0 dette et une réputation inébranlable d'intégrité absolue, nous avons remporté le contrat haut la main. C'était un accord de plusieurs millions de dollars qui a fermement assuré la croissance financière de mon entreprise pour la décennie entière à venir. Je n'ai pas célébré en courant acheter une montre Rolex tape à accent grave-l'œil. Je n'ai pas loué une voiture de sport importée pour épater des gens qui ne se souciaient pas vraiment de moi. J'ai célébré en donnant à toute mon équipe travailleuse un énorme bonus en espèces pour les fêtes et en améliorant entièrement notre flotte de camions de travail lourds. Un soir tranquille, je me tenais sur le grand balcon du 2e étage de mon manoir. L'air était vif et frais. Le soleil commençait tout juste à se coucher sur l'horizon, projetant une lueur orange brillante et ardente sur les pelouses parfaitement entretenues du domaine. Je tenais une tasse de café noir chaude, portant mon jean délavé standard et une chemise de travail confortable. Je regardais l'endroit exact sur le porche en pierre où mon père avait laissé tomber le lourd pied de biche il y a tous ces mois. La profonde égratignure dentelée sur la porte en chêne coûteuse était toujours là. J'ai intentionnellement choisi de ne pas la réparer. Je l'ai laissée là comme un rappel quotidien permanent du jour exact où j'ai finalement cessé de simplement survivre et réellement commencé à vivre ma vie. Pendant tant d'années, je m'étais profondément convaincu que si je travaillais assez dur, donnais assez de mon argent et restais assez silencieux, mes parents finiraient par voir ma vraie valeur. J'avais naïvement cru que l'amour était une transaction. J'avais cru que je devais constamment acheter ma place à la table familiale. Mais en regardant le domaine calme et paisible que je possédais, libre et clair, j'ai finalement réalisé la vérité absolue. Il ne voulait jamais que je sois assis à table. Il voulait juste que je paie discrètement l'addition du repas. Et au moment exact où j'ai cessé de payer, l'illusion s'est complètement brisée. Il n'y a pas eu de grande réconciliation cinématographique. Il n'y a pas eu d'excuses déchirantes sous la pluie où ils auraient soudainement réalisé l'erreur de leur voix et imploré mon pardon. Les personnes toxiques ont rarement des moments soudains de profonde autoréflexion. Elles trouvent juste désespérément quelqu'un d'autre à blâmer pour leur propre malheur. Et cela me convenait parfaitement. J'avais bâti un immense empire en silence absolu. Et maintenant, je me permettais enfin de jouir de la paix profonde qu'il apportait. Mon téléphone vibra brusquement dans ma poche, brisant le silence. Je sortis le téléphone de ma poche et regardai l'écran lumineux. C'était un long message texte d'un numéro non enregistré, mais j'ai immédiatement reconnu le phrasé manipulateur et la culpabilisation insistante. C'était entre Oona. Garrison, je sais que nous n'avons pas parlé depuis très longtemps, disait le message, mais la santé de votre père a rapidement décliné ces dernières semaines en raison du stress extrême de toute cette horrible situation. Il est actuellement à l'hôpital avec de graves problèmes de tension artérielle et des douleurs thoraciques. Il a pleuré et a demandé après vous. S'il vous plaît, je vous en supplie de laisser le passé derrière nous. La famille, c'est la famille et vous le regretterez pour le reste de votre vie si vous ne venez pas le voir avant qu'il ne soit trop tard. Nous voulons juste guérir et redevenir une famille. Je restais complètement immobile, fixant les mots lumineux sur l'écran tandis que le vent frais du soir me caressait le visage. Il y a un an, un message exactement comme celui-là m'aurait fait basculer dans une panique massive et incontrôlable. Le poids immense de la culpabilité m'aurait écrasé la poitrine. J'aurais tout abandonné, me serais précipité frénétiquement à l'hôpital, aurais payé toutes les factures médicales coûteuses qu'il m'aurait présentées, et aurais aveuglément accepté le blâme pour son stress. Je les aurais laissés me ramener dans le cycle toxique et sans fin d'abus financiers et émotionnels juste pour avoir l'impression d'être enfin un bon fils. J'aurais sacrifié ma propre paix pour réparer temporairement leur chaos auto-infligé. Mais alors que je me tenais là, sur le balcon, appuyé contre la balustrade de pierre froide, mon cœur ne s'est pas emballé. Mon estomac n'a pas lâché. Je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'un calme profond, inébranlable et profondément enraciné. Sa tension artérielle n'était pas élevée à cause de moi. Son cœur ne défaillait pas parce que j'avais acheté une maison et refusé de les laisser la voler. Sa santé défaillait parce qu'il avait passé toute sa vie à soutenir un criminel,
à commettre une fraude fiscale d'entreprise pour alimenter son propre énorme ego, et à se faire prendre par le gouvernement fédéral. Ils essayaient toujours désespérément de réécrire le récit. Ils essayaient toujours d'utiliser la culpabilité et la maladie comme un pied de biche psychologique pour briser les limites fermes que j'avais finalement construites pour me protéger. Je n'ai pas pris la peine de taper une réponse. Je n'ai pas envoyé un message texte en colère de plusieurs paragraphes expliquant pourquoi je ne leur devais absolument rien. S'expliquer à des gens déterminés à vous mal comprendre est une perte de temps. J'ai simplement balayé le message vers la gauche, appuyé sur le bouton rouge vif, supprimer, puis je suis allé dans mes paramètres et j'ai bloqué définitivement le numéro pour qu'il ne puisse plus jamais me contacter. J'ai posé le téléphone sur la table du patio, j'ai pris mon café et j'ai bu une longue gorgée. Les lumières de la ville ont commencé à scintiller au loin, représentant un vaste océan de possibilités qui n'avaient absolument rien à voir avec mon passé traumatisant. La liberté est un concept très étrange à saisir. On nous apprend souvent, dans les films et les livres, que la liberté ressemble à une victoire dramatique et explosive. On pense que c'est une confrontation bruyante où l'on bat éloquemment le méchant. Tout le monde applaudit et ils admettent enfin que l'on avait raison depuis le début. Mais ma liberté n'est pas venue avec des applaudissements ou des excuses en larmes. Elle est venue avec le clic silencieux et insignifiant d'un message texte supprimé. Elle est venue avec la dure et nécessaire réalisation que je ne suis absolument pas responsable des conséquences dévastatrices des terribles choix des autres. Je suis un ouvrier. Je répare d'énormes machines complexes qui sont en panne. Mais j'ai finalement accepté que je ne peux pas réparer les personnes toxiques qui sont absolument déterminées à se détruire elles-mêmes. J'ai regardé une dernière fois la profonde égratignure sur ma porte d'entrée, j'ai souri d'un sourire authentique et détendu, et je suis rentré dans ma belle maison, silencieuse et complètement paisible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous poser une question sérieuse. Hier, ma tante Rowana a envoyé ce message disant que mon père était à l'hôpital, sous-entendant fortement que sa santé déclinante était de ma faute parce que je les avais coupés. Je l'ai supprimé et je l'ai bloqué sans y réfléchir à deux fois. Pensez-vous que j'ai eu tort d'ignorer une visite à l'hôpital pour mon propre père? Ou suis-je complètement justifié de protéger ma propre paix à tout prix après ce qu'ils ont fait? Partagez vos propres expériences avec des dynamiques familiales toxiques dans les commentaires ci-dessous. Et si vous croyez qu'il faut s'éloigner des personnes toxiques pour construire son propre empire, veuillez soutenir en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour plus d'histoires réelles et crues de vengeance ultime. Restez fort et ne les laissez jamais vous briser.